Bonjour. Je tiens à remercier chaque personne ici aujourd'hui pour sa présence à l'Académie de Cannes-Spé 2023. Mon nom est Erin et l'Académie est conçue pour fournir une plateforme d'apprentissage pratique et accessible à nos membres, nos collègues et homologues. Les séances que nous proposons répondent aux besoins de perfectionnement professionnel et d'apprentissage en cause intérêt dont vous nous avez fait part. C'est un plaisir de pouvoir soutenir nos membres de cette manière et nous attendons avec impatience de vivre une belle semaine d'apprentissage avec vous. La séance aujourd'hui sera présentée en français. Alors, la séance aujourd'hui est aussi organisée avec le soutien et le partenariat d'Affaires mondiales Canada. Alors, j'ai déjà dit que mon nom est Erin et je suis avec vous aujourd'hui depuis Port Hope, Ontario, et je rends hommage au peuple Haudenosaunee, Anishinaabe, Mississauga et Wendat Mion-Soto, qui sont les gardiens traditionnels du territoire sur lequel je vis et je travaille. Même si nous rencontrons sur une plateforme virtuelle, j'aimerais exprimer ma gratitude et mon respect à tous les peuples autochtones de toutes les nations de l'île de la Tortue. Ils sont les gardiens traditionnels du territoire sur lequel nous vivons et travaillons et je reconnais leur relation de longue date avec ce territoire. Alors, avant d'entamer la séance, j'aimerais vous faire part de quelques points d'ordre administratif. Alors, cette séance est enregistrée et l'enregistrement sera diffusé dans les prochaines semaines sur notre site Web. La discussion d'aujourd'hui comprendra une séance suivie d'un atelier participatif. Si vous avez des questions à poser pendant la présentation, veuillez les inclure dans la boîte de discussion et nous ferons de notre mieux pour y répondre à la fin de la présentation. Et finalement, si vous rencontrez des difficultés techniques au cours de la discussion, veuillez m'écrire un message dans la boîte de dialogue. Alors, j'aimerais maintenant souhaiter la bienvenue à vos animatrices aujourd'hui, Melody Tonder et Rebecca Boyce, et les remercier d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui pour offrir la séance perdue et retrouvée dans la traduction. Avant de leur passer le micro, j'ai fait un petit sondage pour vous. On aimerait savoir si vous connaissez notre guide et si vous avez eu l'occasion de l'utiliser. Alors, un moment, je vais lancer le sondage. Alors, un petit problème technique. Alors, peut-être Mélodie, vous pouvez commencer. Pas de problème, Erin, et peut-être que tu peux nous dire si le problème technique peut se résoudre et on peut lancer le sondage plus tard. Donc, bonjour tout le monde et merci de votre participation à cette session de l'Académie du KNSFE. Et merci, Erin, pour l'introduction. Alors, je m'appelle Mélodie Tonder et j'ai travaillé pour le KNSFE pendant plusieurs années auparavant et je suis très heureuse d'être des vôtres aujourd'hui pour cette session. Mes collègues Erin, Deborah et Rebecca et moi-même sommes ravis d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter un outil sur lequel Rebecca et moi avons travaillé il y a plus de 2 ans, de cela environ, au sein du collectif francophone du groupe de travail sur l'égalité des genres du KNSFE. Ce collectif francophone est composé de collègues francophones et francophiles qui travaillent dans le domaine de l'égalité des genres au Canada et qui sont connectés de près ou de loin au groupe de travail sur l'égalité des genres du KNSFE. L'outil que Rebecca et moi allons vous présenter aujourd'hui est un outil qui a été lancé en septembre dernier, en septembre 2022. Et c'est un guide terminologique sur l'utilisation des termes techniques en matière d'égalité des genres destinés aux personnes œuvrant dans le domaine du développement international. L'idée de créer ce guide nous est venue en 2021, quand le KNSFE travaillait sur la traduction francophone de la formation sur l'égalité des genres du KNSFE. Peut-être que certaines d'entre vous y ont déjà participé. Donc, cette formation a été traduite
Le KNSFE, à ce moment-là, a demandé l'avis de plusieurs collègues sur plusieurs des termes choisis par l'équipe de traduction en matière d'égalité des genres. Et vous ne serez peut-être pas étonné de savoir qu'il y a eu des désaccords. Et comme vous le savez sans doute, travailler en français dans le domaine de l'égalité des genres est parfois un peu compliqué, car plusieurs termes techniques largement utilisés dans les milieux francophones sont souvent incorrects ou désuets et font parfois l'objet de débats. Donc, c'est à la suite de cette initiative de traduction qu'est née l'idée de créer un guide terminologique sur l'utilisation des termes techniques en matière d'égalité des genres en français. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, comme certains et certaines d'entre vous le savez sans doute, il existe déjà plusieurs guides terminologiques et lexiques sur l'égalité des genres au sein de plusieurs institutions internationales, comme le Gender Term. Par exemple, c'est le lexique en ligne d'ONU Femmes, qui répertorie des dizaines de termes liés à l'égalité des genres dans une banque de données proposant des traductions en anglais, français et espagnol. Toutefois, un grand nombre de ces outils et ressources offrent une traduction incorrecte ou désuète de plusieurs termes techniques. D'autres institutions internationales ont leur propre guide. On peut penser au guide terminologique de l'ONU-SIDA, par exemple. Et ces guides proposent des options de termes à employer en anglais et en français. Il y a même des ressources créées ou adaptées par nos propres organisations du domaine international ici au Canada. Donc maintenant, en quoi ce nouveau guide est-il différent des autres? Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, le guide terminologique que nous proposons est différent des autres sources existantes car en plus de proposer un usage recommandé en français des termes techniques liés à l'égalité des genres, notre guide explique pourquoi certains termes sont plus exacts que d'autres et pourquoi certains termes sont à éviter. Alors, comme vous le voyez sur la diapo, le guide commence avec le terme en anglais, sur la première colonne. Ensuite, on voit une colonne pour le terme français à privilégier, suivie par une colonne d'autres usages possibles. Ensuite, une colonne de terminologie déconseillée. Et finalement, une dernière colonne avec des explications et des commentaires. Donc là, par exemple, sur la diapo, nous voyons le terme agency. Le terme à privilégier par le guide est agentivité. Deux autres termes qui peuvent être utilisés selon le guide sont capacité d'agir et pouvoir d'action. Ensuite, le terme déconseillé par le guide est agence. Et finalement, on peut lire dans la colonne notes que même si l'usage du terme agentivité n'est pas généralisé dans la langue usuelle, ce terme est largement utilisé en sociologie ainsi que dans les milieux féministes comme équivalent au terme agency. Et il est également reconnu par l'Office québécois de la langue française. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, voici un autre exemple. Le guide explique que le terme égalité des sexes, comme traduction directe de gender equality, est à éviter, car ce terme se réfère au concept de sexe et non au concept de genre. Nous avons développé ce guide pour que les organisations canadiennes du secteur du développement international qui travaillent en français puissent être exposées à ces débats et puissent être en mesure de réfléchir sur l'utilisation qu'elles veulent faire des termes techniques en matière d'égalité des genres et aux implications de l'utilisation de ces termes. Nous espérons que ce guide puisse aussi influencer le secteur à uniformiser davantage son utilisation des termes liés à l'égalité des genres, tout en soulevant des débats sur certains des termes. Les utilisatrices et les utilisateurs du guide verront que nous proposons parfois d'autres choix que ceux privilégiés par certains partenaires clés. Cependant, le guide ne se veut pas prescriptif. Le collectif explique ses choix sur la terminologie proposée, comme je l'ai expliqué, dans la section notes. Et nous reconnaissons d'emblée que les termes évoluent et que les usages privilégiés peuvent différer d'un continent à l'autre ou d'une région à une autre. Et nous reconnaissons également que certains termes sont encore fréquemment utilisés et qu'il soit de ce fait difficile ou même risqué de les changer. De plus, certains termes sont largement utilisés au Québec et moins utilisés ailleurs dans la francophonie. Donc, en gros, ce guide se veut une invitation à la discussion. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors maintenant, je vais prendre quelques minutes pour vous expliquer rapidement comment nous avons créé le guide, le processus. Alors tout d'abord, je voulais reconnaître l'apport des personnes suivantes dans le développement du guide et peut-être que certains et certaines d'entre vous les connaissez du secteur. Donc le collectif francophone qui a travaillé sur ce guide était formé de Dominique Larochelle de Save the Children Canada, de Geneviève Némouté de CARE Canada
de Erika Merkerken du KNSFE, de Rebecca Boyce, ici présente aujourd'hui avec nous, et de Raphaël Mercier, toutes les deux de la Croix-Rouge canadienne, de Julie Vautour, anciennement du KNSFE, de Nathalie Rainville d'Affaires mondiales Canada et finalement de Catherine Fortin-Lausier, anciennement du CUSO. Alors, ce qu'on a fait au départ pour créer le guide a été d'établir une longue liste de termes techniques en matière d'égalité des genres, comme un brainstorming dans un fichier Excel. Et donc, on a vraiment démarré à partir de l'anglais. Ensuite, on a compilé toutes les traductions en français des termes inclus dans la liste. Et pour ce faire, nous avons consulté plusieurs sources telles que la Banque terminologique d'ONU Femmes, les ressources du gouvernement du Canada, les ressources des ONG internationales, les ONG nationales, ainsi que certaines sources académiques. C'était vraiment intéressant de voir toute la diversité des traductions disponibles pour les termes. Et pour plusieurs thèmes, on a eu jusqu'à 7 traductions différentes en français. Donc, pour chaque terme en anglais, nous avons débattu de la meilleure traduction en français à utiliser. Et pour certains termes, le débat n'a pas eu lieu car il y avait un consensus sur le meilleur terme à utiliser tout de suite. Toutefois, pour plusieurs termes, nous avons longuement débattu du meilleur terme à privilégier car la décision n'était pas toujours facile et plusieurs aspects devaient être pris en compte. Donc, une fois que le consensus a été atteint sur notre liste de termes, nous avons inclus cette information dans un document et avons également documenté les raisons nous ayant poussé à retenir ou rejeter certains termes. Donc, le guide terminologique final inclut 40 mots, donc le guide que nous allons revoir aujourd'hui. Et il inclut aussi une liste de ressources utiles. Et comme je l'ai dit auparavant, vraiment le souhait du comité est que cet outil soit un document vivant et qui puisse évoluer et être amélioré par les contributions des utilisatrices et utilisateurs avec le temps. Nous aimerions grandement recevoir des commentaires et des suggestions de modifications ou même des nouveaux mots à ajouter. Et à la fin de la session aujourd'hui, nous allons circuler un lien où vous pourrez inscrire vos détails si cela vous intéresse à faire partie du comité dans le futur. Donc voilà, je vais donc maintenant passer la parole à Rebecca, qui va passer en revue à peu près 10 termes du guide en partageant sur l'écran le guide. Et peut-être avant de passer la parole à Rebecca, je me demande, Erin, est-ce qu'on pourrait lancer le sondage maintenant? Est-ce que le problème a été réglé? Fantastique. Oui, c'est réglé. Génial. Donc, lançons le sondage. Voilà. Donc, on vous pose la question, connaissez-vous le guide terminologique? Et voilà, donc dans le chat, j'ai vu que quelques personnes ont déjà dit qu'ils le connaissaient. Merci de vos réponses. D'accord, donc un petit peu moins de la moitié, vous n'en avez jamais entendu parler. Très bien, vous allez voir, après cette présentation du guide, au fait, je me rends compte qu'on ne vous a pas parlé de comment va se passer cette session. Donc, après la présentation là, donc de Rebecca, nous allons aller dans des petits groupes, des breakout rooms, et on va avoir l'occasion de travailler ensemble en petits groupes sur des traductions et travailler en utilisant les mêmes processus que le comité a utilisé pour le développement du guide. Donc oui, merci beaucoup. Et il y en a déjà, il y a un petit peu moins de 10% qui ont utilisé le guide dans leur travail, fantastique. Donc voilà, il a été, bon, on l'a publié en septembre, donc maintenant ça fait, oui, plus de 6 mois que le guide est disponible. Et très bien, merci pour vos réponses. Donc maintenant, à toi, Rebecca, pour passer en revue quelques exemples. Super, puis merci Mélodie, merci pour le poll, le sondage. Je vais le bouger, c'est de mon écran. OK, parfait. On a déjà vu 2 termes. Donc, je vais commencer par, on a le troisième ici. Je vais passer, et ça nous garde un peu plus de temps. Je vais présenter à peu près 7 de nos termes, mais ça vous donnerait justement une idée du processus. Puis, comme Mélodie vient d'expliquer, on va ensuite vous inviter de suivre ce même processus avec des mots qu'on va proposer aussi. Donc voilà, ici, comme on a dit, on part du mot en anglais. Donc ici, c'est un terme, female genital mutilation and or cutting. Puis
après beaucoup de débats, on avait choisi justement l'excision. Puis les termes qui étaient aussi possibles ou suggérés sont mutilation génitale féminine, excision, donc avec l'acronyme qui l'accompagne, ou bien mutilation sexuelle féminine, mutilation génitale féminine. Puis, comme vous vous rappelez, on avait cette colonne ensuite qui est les mots déconseillés ou à éviter. Donc, ça, c'était la circoncision féminine. Puis, nos points d'explication, c'est justement comme, c'est ça, on a déconseillé la circoncision féminine parce qu'il ne renvoie pas à une pratique équivalente. En français, le terme excision est fréquemment utilisé comme un terme général recouvrant tous les types de mutilation sexuelle féminine. Les termes mutilation génitale féminine ou bien mutilation sexuelle féminine sont souvent dénoncés par les survivantes de ces pratiques qui trouvent que ces termes contribuent à stigmatiser les femmes. Justement, pourquoi on avait des débats? Parce qu'il y avait des politiques un peu derrière, puis les points de vue différents. Donc, vous voyez un peu, on continue un peu dans nos explications, mais c'est cet aspect-là qu'on voulait ajouter. Donc, on peut aller à la prochaine, s'il vous plaît. Celui-là, c'est Gender Division of Labor. Donc, si on pense l'économie des soins dans ce secteur ou bien l'égalité genre, on utilise souvent ce terme. Puis nous, on avait suggéré d'utiliser la division du travail selon le genre ou bien la division genrée du travail. D'autres possibilités, division sexuelle du travail, division sexuée du travail. Ici, on n'avait pas mis de mots ou de termes déconseillés ou à éviter. On a parlé de ce terme parce que c'est, disons, la division sexuelle du travail qui était le plus couramment utilisé selon le groupe, le collectif. Comme c'était un terme très utilisé dans les sciences sociales. Donc, ce terme se réfère à la forme du travail social découlant des rapports sociaux du sexe. Donc, ici, vous voyez, on a même voulu faire une citation. Mais ce n'est pas une chose qu'on a fait dans tous les explicatifs ou les commentaires. Donc, pour le cinquième, c'était le terme très souvent utilisé pour qualifier des projets ou des approches, donc qui oubliaient complètement d'inclure ou intégrer le genre. Donc, c'est gender blind ou gender unaware. Puis, on a choisi de suggérer le terme indifférent au genre. On avait aussi pensé au terme sans considération du genre, indifférent aux questions de genre. Puis on a déconseillé ou bien le terme à éviter, c'est aveugle au genre. Puis justement, aveugle au genre, c'était des discussions intéressantes parce que il y avait certains dans le groupe qui faisaient le point que ça peut amener un stigma envers les personnes malvoyantes en associant le terme aveugle à quelque chose pour nous qui dans notre secteur qui est négatif. De la même façon, le terme gender blind, c'est également déconseillé en anglais, donc pour les mêmes raisons. On peut continuer. Le prochain, c'est le terme gender-based violence. Puis, on a suggéré violence basée sur le genre. Puis, on a aussi accepté parce qu'on voit souvent violence fondée sur le genre. Par contre, beaucoup de débats niveau l'acronyme et puis pour le garder un peu la même en anglais, en français, le F, c'est vrai que les gens, quand on voit le F, on peut le confondre avec femme. Mais voilà, on s'est dit quand même que c'est très acceptable. Merci Julie, sans façon. Super pour la réaction, j'apprécie.
Puis on l'a déconseillé justement violence fondée sur le sexe et violence sexiste. Si vous vous rappelez, il y avait Mélodie aussi quand elle a introduit le premier terme de gender equality. On avait aussi c'était le même raisonnement que violence fondée sur le sexe, ça doit être impérativement évité car il ignore la dimension genre et ça ne reflète pas la signification du terme gender-based violence et peut également aussi porter la confusion à sa signification. Voilà, donc ce sont nos explications pour celui-là. Le septième, c'était le gender responsive. Donc, encore une fois, un peu en lien avec l'évaluation le niveau de l'intégration du genre dans une approche. On a suggéré tenant compte des genres. Ben voilà, on a aussi accepté genre singulier du genre. Donc, c'est ça juste une légère différence dans les deux termes à prioriser puis accepter. Puis, on a déconseillé le terme favorable à l'égalité des sexes ou favorable à l'égalité homme-femme et aussi tenant compte des sexospécificités. L'usage des termes sexe, homme-femme, sexospécifique, ce sont déconseillés dans ce guide comme traduction directe de gender, car ces termes se réfèrent vraiment au concept de sexe biologique et non de genre. Donc, on peut suivre à les prochaines. Il y en a juste deux qui restent, il me semble. Voilà, donc sex worker en anglais, puis on a suggéré travailleurs, travailleuses du sexe. Puis il y a une note aussi pour l'utilisation du point, puis les notes de comment le trouver. Le terme favorable à l'égalité des genres pourrait être acceptable. Oui, bon point. Je pense qu'on ne l'a pas ajouté justement dans l'autre, mais oui, je pense que ça entre dans la logique. Puis justement, ce n'est pas nécessairement les listes exhaustives. Comme Mélodie a dit, on était un collectif restreint, donc il y avait certainement d'autres points de vue qui ont été pas présents au moment de le faire. Donc, je pense que oui. Si vous faites une bonne explication, des bons commentaires, on peut toujours argumenter des différents termes. Puis voilà, on a aussi suggéré l'utilisation de travailleurs, travailleuses de l'industrie du sexe. Puis c'est déconseillé ou à éviter le terme prostituée. Donc, ce terme prostituée, on était toutes d'accord que c'était péjoratif et à éviter. Puis le terme travailleur, travailleuse du sexe doit aussi être évité pour désigner les personnes mineures, car celles-ci sont plutôt en situation d'exploitation sexuelle. Donc, on a apporté un petit nuance. Puis, je pense qu'il y en restait une. OK, il y avait deux autres. Voilà, ces derniers, c'est survivor or victim of gender-based violence. Puis on avait préconisé le survivant, survivante ou bien victime. Puis on faisait les commentaires ici par rapport à l'utilisation du terme victime qui a une connotation négative pour certaines parce que ça peut renforcer la notion de victimisation. Toutefois, certaines personnes préfèrent l'utilisation de ce terme et ce souhait doit être respecté. Donc, en cas de doute, il est préférable de demander ou de faire de faire les deux. Et finalement, unpaid care work. Donc, ça, c'était suggéré comme travail de soins non rémunéré ou bien prestation de soins non rémunérés. Puis, bien que l'utilisation du terme soins puisse suggérer un travail restreint aux tâches domestiques, telles que la cuisine, les soins d'enfants, etc., la définition du terme travail de soins non rémunéré est plus large. En effet, le terme englobe aussi le travail non rémunéré lié à la cellule familiale, même si celui-ci n'est pas directement lié au concept de soins, tel que travail agricole, par exemple.
Donc, je vais terminer avec ces exemples là-bas, puis je vais passer la parole de nouveau à Mélodie. Merci Rebecca pour cette revue de quelques termes. Donc maintenant, nous avons un petit peu de temps avant de passer à la prochaine. Donc c'est un atelier aujourd'hui. Donc on va collaborer ensemble, on va travailler ensemble dans des breakouts. Donc avant de donner les instructions pour la prochaine activité, on peut prendre des questions. Est-ce que quelqu'un aimerait partager des commentaires? Vous pouvez lever votre main et prendre la parole. Pardon, je peux pas trouver comment lever ma main, je peux juste parler. Oui, bien sûr. Allez-y. OK, alors ma question, c'est envers les pronoms. Alors, si quelqu'un a le pronom they en anglais, est-ce qu'il y a une façon, est-ce que c'est dans le guide ou est-ce qu'il y a des meilleures pratiques dans ce domaine? Non. Au fait, Rebecca, tu peux après ajouter, mais quand on a créé ce guide, on voulait focaliser sur les termes techniques. Et on avait, donc on a séparé notre brainstorming en deux parties. On avait les termes techniques qu'on aimerait traduire et après, il y avait le langage épicène. Donc, on s'est dit sur quoi on focalise. Notre premier guide, au fait, on a décidé de focaliser sur les termes techniques, mais c'est une très bonne question et Rebecca, je ne sais pas si tu veux ajouter sur... Et justement, on avait beaucoup de discussions sur l'écriture épicène, puis on avait tendance d'aller vers là souvent, puis on s'est dit, OK, non, arrêtons, ça c'est vraiment un autre guide au complet. Donc, non, on ne les a pas inclus. Par contre, je pense que il y a chez CANACEFER, justement, ils ont eu à travailler, on a fait des ateliers justement dans le groupe de travail égalité genre avec un groupe, les trois sexes, il me semble que ça s'appelle quelque chose comme ça. On a Magali, je pense, ici, si elle voulait aussi intervenir, mais qui ont justement une très bonne présentation sur les suggestions des pronoms. C'est une très bonne question. Puis s'il n'y a pas nécessairement un terme vraiment parfait pour they, justement, mais je ne sais pas... si Magali voulait partager sur ça. C'est pas la même Magali, désolée. Ah, désolée, ben, peut-être vous avez aussi des idées là. Non, c'est pas grave. OK, pas grave. Ben, on peut envoyer Erin, peut-être la référence. Voilà, la Exactement. référence. Parce que c'est excellent. Ils ont une présentation, mais super sur ça. Je voulais aussi donner la parole. Je vois Marie-Noël. Qui avait ça. Oui. Et puis Nathalie. Voilà, Marie-Noël, on vous donne la parole en premier. Et oui, Nathalie Rainville, donc une des autrices du guide. Donc Marie-Noël, allez-y en premier et après Nathalie. Merci. Bien, écoutez, je tenais d'abord à vous féliciter. Quand j'ai lu le guide, j'ai été vraiment très agréablement surprise, justement parce qu'on offre certaines options aussi, dépendamment du langage usuel dans la préparation de documents, mais aussi les notes explicatives qui fait qu'on est en mesure aussi d'être consistante dans l'utilisation des termes. Alors, j'ai beaucoup apprécié. Puis, justement, on travaille présentement sur un projet de recherche pour présenter la condition féminine, puis examiner les barrières à l'égalité de genre. Et ce guide-là va être extrêmement pratique. Il va pouvoir établir la base aussi du langage qui va être utilisé dans cette recherche-là. Alors, je l'apprécie énormément. Merci pour votre travail. Merci pour le partage. Nathalie, à toi. C'est vraiment un beau compliment. Merci beaucoup, Marie-Noël. C'est gentil de partager ça. J'apprécie.
je pense que tout le monde l'apprécie. C'était vraiment un travail de longue haleine, je pense. On a tous contribué de notre propre façon. Pour ce qui est des pronoms, je ne sais pas d'où ça vient, mais dans le contexte écolier primaire que ma fille côtoie au jour le jour, j'ai appris qu'on utilise beaucoup IL. Donc, on marie le il puis le elle ensemble, puis ça devient un nouveau pronom qui est IEL. Ça devient comme l'équivalent de they en anglais. Là, je ne sais pas d'où ça vient. Puis s'il y a comme une théorie épicène derrière tout ça, là, mais je voulais juste partager ce constat-là. Peut-être que c'est quelque chose qui pourrait être creusé plus tard, comme avec d'autres collègues qui travaillent là-dessus. Malheureusement, moi, je ne serai plus là, mais je suis vraiment, vraiment contente pour vous. C'est vraiment important le travail que vous faites. Donc, merci. Et bonne chance avec l'atelier. Moi, il faut que je file à une autre rencontre. Mais merci beaucoup pour le temps que vous m'avez accordé. Et voilà, Erin vient de mettre la référence de Club Sexu, que j'ai appelé les trois sexes, je m'excuse, mais c'est ça, j'avais en testé quelque chose sexu, quelque chose. Donc voilà, mais je vous invite à consulter celui-là aussi. Il me semble qu'eux, ils suggèrent IL aussi, si je me rappelle bien. Mais voilà. Je ne sais pas si... Moi, je ne vois pas tous les mains. Est-ce que Erin ou Déborah, est-ce que vous voyez d'autres avant qu'on passe... Oui, moi, j'en vois pas plus. Okay. Donc, ce que je propose, c'est de passer le micro à Déborah pour les explications des breakouts. Et vous aurez encore une occasion de poser vos questions et de partager vos commentaires plus tard dans cette session. À toi, Déborah. Bonjour tout le monde. Alors, comme disait Mélodie, on voulait vraiment que cette séance soit un atelier pratique et on veut que vous puissiez faire en fait le même travail qu'on a fait quand on a créé le guide terminologique, c'est-à-dire réfléchir à, on a ce mot en anglais, comment est-ce qu'on peut le traduire, quelles sont les terminologies à privilégier, quelles sont celles qu'on déconseille et pourquoi. Donc, on va vous diviser en 4 breakout rooms et chaque breakout room aura un mot à traduire et avoir toute cette réflexion autour de qu'est-ce qui est à privilégier comme traduction. Je vais vous montrer, je vais partager mon écran un instant pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, par exemple, ça, ce sera la Breakout Room 1. Donc, c'est le mot à traduire, terme à privilégier, autre usage possible, terminologie déconseillée. Et vous pouvez ajouter vos remarques, vos réflexions. Pourquoi vous avez préféré ce terme plutôt qu'un autre. Et vous pouvez même ajouter un exemple de phrase. Si c'est votre première fois, si vous n'avez pas utilisé Murals avant, vous pouvez rajouter ici des sticky notes. Vous pouvez bouger les sticky notes autant que vous voulez. Cliquer dessus pour éditer le texte. Voilà. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Je vais mettre tout de suite les liens pour les différentes murals dans le chat et vous pouvez juste cliquer sur le lien de votre breakout room. Et Erin, je pense que tu peux lancer les breakout rooms dans une seconde. Et je voulais rajouter que nous allons être 15 minutes. Chaque groupe va être dans le breakout 15 minutes. Et ensuite, nous allons tous revenir dans la pièce principale et chaque breakout room pourra faire la présentation et un petit debriefing des échanges de leur breakout room. Donc voilà. Donc, il y en aura 4, c'est ça, Déborah? Pas 3, n'est-ce pas? 4? D'accord. Merci. Eh bien, il me semble qu'on est de retour. Je ne sais pas si les autres aussi étaient coupés, mi-phrase. On avait des belles... Est-ce qu'on va aller faire... Mélodie, est-ce que je te passe la parole ou on invite déjà notre breakout numéro 1? Au fait, je me demande, Déborah, peut-être tu peux partager ton écran et montrer chaque mural. Donc, peut-être on peut commencer comme ça. Et voilà, donc ça, c'était donc le breakout numéro 1. Ça, c'était le groupe dans lequel j'étais. Donc, vous voyez, on n'a pas eu assez de temps pour... on a eu des beaux échanges. Donc, on a mis donc, des différentes
traduction dans des différentes sticky notes, mais on n'a pas eu assez de temps de les mettre. Donc, quel était le terme privilégié, les auditeurs possibles. Donc, on n'a vraiment pas réussi à placer les termes dans ces différentes boîtes. Est-ce que peut-être je peux inviter une des personnes qui était dans le groupe numéro 1 à peut-être partager au groupe les différentes réflexions que le groupe a eues? Je peux y aller si Okay. personne. Allez-y, José, merci. Bonjour tout le monde. La réflexion tournait beaucoup autour du terme handicap. La discussion était, est-ce que ce mot-là est encore accepté? Puis, c'est quoi la meilleure version en français du mot disabilities? Alors, c'était surtout ça qui nous arrêtait, disons, à avoir une décision finale. Alors, une recommandation était de peut-être aller voir un peu plus loin avec ces groupes-là pour voir parce qu'il n'y avait personne de nous autour de la table qui faisait partie de ce groupe cible-là. Alors, peut-être qu'une suggestion serait d'aller les consulter. Alors, si handicap est accepté, je pense que la deuxième suggestion portait autour du terme avec ou ayant un handicap. Fait que je pense qu'on a encore des recherches à faire avant d'arrêter notre fonction. Alors, je peux comprendre pourquoi ça vous a pris autant de temps à faire un lexique de 40 mots, là. Merci beaucoup, José. Merci aux autres membres du Breakout. Julie Sans Façon, je vois que vous avez levé la main. Oui, parce que je fais partie de cette communauté par rapport aux femmes et handicap. Et puis, il y a effectivement beaucoup de recherche qui est derrière tout ça parce qu'il y a une différence entre une déficience, une incapacité, un handicap. Et seulement le terme handicap, il y a plusieurs façons de le dire et ça dépend si c'est le communautaire, santé, services sociaux, toute une question d'identité. Et il y en a un qui circule beaucoup, qui est femmes en situation de handicap ou femmes et filles en situation de handicap. Il y a même un acronyme qui existe. Mais j'avoue que c'est félicitations, vraiment, là. C'est pour un domaine qui est pointu, là. Bravo. Merci Julie du partage. Et c'est vrai qu'il faut absolument qu'on consulte justement des personnes en situation, justement, je pense que c'est ressorti du groupe. Pourquoi ne pas consulter des personnes justement de ces communautés pour vraiment avoir les différents avis? Donc ça, c'est noté et je pense que le comité va apprécier et je pense devrait faire un effort pour quand des nouveaux termes seront ajoutés pour plus consulter la communauté en question dans les traductions. Donc, merci beaucoup. Rebecca, à toi ou peut-être Déborah ou Erin pour le breakout room numéro 2. Est-ce que quelqu'un, c'était mon groupe, est-ce que quelqu'un d'autre aimerait partager ce dont on a discuté? Je peux partager quelques points et si l'un des membres du groupe voudrait rajouter, avec plaisir. La première chose qu'on a faite, en fait, c'était de juste regarder sur Google comment est-ce que ça serait traduit. Et on a vu que c'était déresponsabilisation et la discussion a tout de suite tourné autour de ça pourrait pas être le bon terme parce que y a un petit peu cette connotation de cette déresponsabilisation est due au fait de ma personne. C'est ma responsabilité, je suis responsable et c'est mon choix. Tandis que quand on parle de disempowerment, c'est plus quelque chose qui est externe à nous, c'est pas de notre propre volonté. Alors on a commencé à discuter aussi de ce que ça voulait dire
disempowerment. Qu'est-ce qu'on perd? Est-ce qu'on perd du pouvoir? Est-ce qu'on perd son autonomie? Est-ce qu'on perd ce qu'on a appelé agentivité? Et donc, du coup, on essaie de comprendre quel terme serait le mieux. Et on a fini par choisir le terme de perte ou privation de pouvoir parce que ça englobe plus que notre agency. C'est vraiment notre autonomie, c'est nos actions, c'est notre capacité à influencer, à prendre des décisions, etc. Voilà, on s'est mis d'accord sur ce terme-là et on a eu le temps aussi d'ajouter un exemple. Par exemple, cette politique prive de pouvoir les femmes. Est-ce que quelqu'un du groupe veut rajouter quelque chose? Merci, Déborah, pour la présentation du groupe 2. Maintenant, au groupe 3, c'était Rebecca ou Erin? C'était mon groupe. Mais je peux inviter les autres, Julie, par exemple, ou Valérie, ou on était plusieurs, Marie-Noël, Imrana. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous? Ah, OK. Je vais aller. On avait le terme perpetrator. Donc, on s'est déjà mis d'accord que c'était perpetrator de violence, d'un acte de violence. Puis, c'est ça, le terme qui est venu vraiment le plus évident pour toutes, c'était agresseur. On a mis du temps pour y penser s'il y avait une féminisation de ce terme. On cherchait un peu, est-ce qu'on peut dire agresseuse? Ce n'était pas aussi évident pour nous. Agresseur, il nous semblait comme vraiment un terme plus utilisé. Puis éventuellement, on a regardé, on a inclus le terme agresseuse parce qu'on a trouvé que ça existe quand même si on ne trouve pas vraiment que c'est quelque chose utilisé. Donc, c'est ça notre explication et réflexion sur ça. C'était que c'était un terme, selon nous, le plus utilisé. Mais on a vu quand même que ça connote le masculin, que c'est le plus souvent. Même si, niveau statistique, on va quand même trouver qu'un agresseur d'un acte de violence basé sur le genre, par exemple, c'est quand même le plus souvent, c'est au masculin, ça va être un agresseur, même si ça ne représente pas tous les genres et à 100% des cas. Mais on avait mis ça comme terme principal. On avait ensuite pensé au terme auteur ou autrice d'un acte de violence. Ça serait intéressant d'avoir d'autres réactions. On était assez tépide, je pense, sur ce terme-là. De ma perspective, je pense que j'ai quand même vu ce terme plusieurs fois. Il y avait une autre dans le groupe, Julie, il me semble, qui a vu ça sur un formulaire, justement, qui a peut-être pensé que oui, c'est un terme utilisé peut-être dans la communauté ou dans une organisation de société civile ou quelque chose de même. Puis on avait pas mal de discussions sur le terme bourreau. Parce que moi, en travaillant en Afrique francophone, j'ai beaucoup entendu ce terme utilisé, puis des drôles de discussions par rapport aux guillotines et tout, d'où vient ce mot bourreau. Justement, c'est la personne qui exécute dans une guillotine. Mais justement, on avait mis ça comme terme à déconseiller ou à éviter parce que il y avait quelqu'un vraiment intelligent, je me rappelle plus c'était qui a dit, mais attends, ça c'était un acte sanctionné, c'était quelque chose, le bourreau avait comme le droit de faire ça. Donc on s'est dit, est-ce que ça justifie en fait l'acte? Mais je passe la parole à Julie pour compléter. Oui, effectivement, le terme bourreau a fait susciter quelques discussions, mais il y avait beaucoup la question de contexte, justement. Est-ce qu'ici,
bon, jusqu'à quel point est-ce qu'on peut être poétique, est-ce qu'on veut être poétique, un peu la nature de qui vous êtes comme organisme. Et curieusement, la question de bourreau, c'est que dans l'outil Termium, j'ai fait la recherche pendant qu'on se parlait là, tranquillement, et puis le terme bourreau, en fait, c'est que au Canada, c'est considéré comme un hangman. Quand on utilise tout ça, c'est ce que Termium va nous dire. Mais si on parle d'un bourreau de femmes ou un bourreau d'enfants en français, là, il s'agit du domaine des services sociaux et travail social. Mais là, on parle du Canada. Donc, j'ai l'impression que le terme bourreau, c'est plutôt un terme du français très classique. Et le français utilisé en Afrique francophone est souvent beaucoup plus classique que le nôtre. Alors, et j'avoue que non, finalement, je ne le déconseillerais pas parce qu'il a l'air d'exister, mais j'avoue que c'est des heures et des heures de plaisir d'essayer de bâtir quelque chose du genre. Et oui, c'est important de parler aux personnes des communautés, de savoir qu'est-ce qui est dit sur le terrain. Et je serais bien intéressée de savoir par rapport, on va sortir là, mais je serais bien intéressée à savoir qui est-ce que votre équipe a consulté pour bâtir cet outil? Super, merci. Est-ce qu'on avait finalement une quatrième? Erin, tu avais un autre mot qu'on va présenter? Nous, c'était ça la discussion. On peut passer la parole. Je suis restée dans le main group. Alors, il y a quelqu'un peut-être de la salle 4, Anne-Florence, Racha, Denise, Sarah, Valérie ou Véronique, qui pouvait faire une petite intervention. Bonjour, si mon équipe accepte, je vais présenter un petit peu nos discussions. Donc, comme vous voyez, on avait root causes. Tout de suite en partant, ce qu'on a essayé de faire, c'est de déterminer ce serait quoi la portée de ce terme-là, si on parle juste comme d'un terme général ou s'il serait plus précis, plus technique, qu'est-ce qu'on regarderait. Puis, oui, on a procédé, notre méthode a été de rechercher comme la traduction sur Termium dans la vitrine linguistique. Puis, donc, comme vous voyez, il y a eu un débat entre causes profondes et causes fondamentales, à savoir qu'est-ce qu'on considérait qui était véritablement comme la cause qui était à la naissance d'un problème, si on utilise le côté plus technique de cette terminologie-là. Entre autres, on sait qu'on parle, ce terme-là est souvent utilisé avec analysis, donc on a essayé de trouver avec analyse qu'est-ce qui se disait le mieux, qu'est-ce qui était le mieux formé en français aussi, selon la façon de former les mots. Donc, comme vous voyez, on a été faire des recherches sur Google dans les journaux, les occurrences de certaines terminologies, puis je crois que la plupart des gens s'est entendu que cause fondamentale leur parlait plus, même si cause profonde était la première traduction qu'on voyait dans le Termium, puis aussi dans l'OQLF. Donc, comme vous voyez ici, on s'est servi des phrases, mais on a trouvé d'autres choses aussi. On avait comme les racines du problème qu'on trouvait qui était très générale, qui est en fait une expression, une occurrence qui existe en français, mais on s'est dit que c'était peut-être un petit peu moins technique. Puis donc, voici, ce serait peut-être la terminologie à déconseiller dans ce cas-là. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait parler à ce sujet? C'est bien complet, merci. J'invite tout le monde. Non, okay. Donc, voilà, merci. Merci beaucoup, Véronique. Voilà, donc merci de votre participation dans les petits groupes. Nous avons encore du temps ensemble. Donc, comme on l'a dit auparavant, la vision pour ce guide est qu'il soit un document vivant.
qui doit être actualisé régulièrement. Et ce guide se veut une invitation à la discussion. Et comme vous le savez toutes et tous, il y a une évolution constante du langage autour de l'égalité des genres, des nouveaux mots, des changements de termes, des nouvelles normes. Donc maintenant que vous comprenez mieux le processus par lequel on est passé pour créer ce guide, on aimerait vous inviter à suggérer des nouveaux mots à traduire qui n'ont pas été inclus dans le guide. Donc, vous pouvez prendre du temps et peut-être le guide, je ne sais pas si Déborah, tu l'avais partagé, le lien du guide, peut-être on peut le repartager maintenant dans la boîte du chat. Et ce que je vous conseille, c'est d'aller au lexique, au fait. Tout à la fin du guide, on a un lexique avec les 40 termes. Donc, on a soit du français à l'anglais ou soit de l'anglais au français. Donc, peut-être vous pouvez consulter les dernières pages du guide pour voir les 40 mots. Et si des mots vous viennent en tête, là, c'est un word cloud. Alors, ce n'est pas Slido, c'est ça, on a changé, c'est un word cloud. Donc, on peut ouvrir le word cloud et peut-être, ah oui, c'est Slido, c'est pareil. Et Déborah, est-ce que quand on partage des mots sur Slido, ensuite, tout le monde peut les voir dans la liste. C'est bien ça? Voilà, OK. Ton écran a l'air différent du mien. Ça va au fur et à mesure des mots, ils s'afficheront sur l'écran. Génial. Donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, les 4 mots des breakouts qu'on vient de faire, ils ne sont pas inclus dans le guide. Donc, c'était des exemples de mots qui avaient aussi été inclus dans notre liste originale quand on avait fait le brainstorming. Donc, s'il y a des mots vraiment clés, des mots importants qui vous viennent en tête, s'il vous plaît, partagez-les. Comme ça, on peut tous voir. Et au fait, Julie a eu donc une question et que je voulais prendre l'opportunité de répondre. Donc, qui on a consulté dans la création du premier draft, donc du guide. Bon, on a consulté des ressources en ligne, donc les ressources des organisations internationales, des organisations au Canada, des lexiques déjà existants. Et ensuite, c'était les 9 personnes du comité, donc avec leur expérience et au sein de leur organisation. Donc, on s'est justement arrêté sur les termes. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment clairement ressorti qu'on devrait, justement, dans la prochaine version, consulter plus largement le secteur, les différentes communautés, les groupes communautaires, etc. Donc, merci beaucoup. Ça, je pense que ça va bien aider à guider le comité pour la prochaine version. OK, donc on a perpetrator, gender diverse, ouais. 2S LGBTQ+. Ah, voilà, maintenant je me souviens. Gender diverse, ça veut dire que plusieurs d'entre vous, maintenant que le mot devient plus là, ça veut dire, voilà, donc suivant donc vous êtes maintenant plusieurs à avoir proposé gender diverse parce que voilà, c'est le volume de la case du mot augmente. Plus il y a de votes, plus le volume augmente. Feminist movement, stewardship, non-binary, movement building. Merci. Beneficiary, écoféministe. Oui, donc pour répondre à Kelly, oui, bien sûr. Donc, je pense qu'on a la liste de tous les participants. Déborah et Erin, vous pouvez confirmer, mais on pourra envoyer ce lien Slido aux participants de la session, n'est-ce pas, pour si des mots leur viennent en tête après la session. Wow, c'est fantastique tous ces mots. Safe spaces, charge mentale.
Oui, donc Déborah et Erin, vous pouvez confirmer, n'est-ce pas, que les participants pourront bien sûr contribuer des mots, des termes qui leur viennent en tête après la session, n'est-ce pas? Erin et Déborah, est-ce que vous m'entendez? Oui, d'accord, ok. Pardon, je pense que j'ai pas eu la confirmation, mais je pense que vous allez pouvoir envoyer voilà, un lien aux participants de la session pour envoyer des mots, des termes qui leur viennent en tête après la session, n'est-ce pas? Pardon, je regardais pas la caméra, pardon, donc j'ai pas vu. Non, mais c'est ça, tout le monde très concentré sur le Voilà. word cloud. C'est ça, exact. Voilà, peut-être Rebecca, tu peux comme c'est fantastique merci beaucoup pour toutes ces contributions de mots, de termes, et même le groupe en avait en plus, on a je pense une vingtaine de mots qu'on n'avait pas pu travailler dessus, on n'avait pas priorisé, donc c'est fantastique, merci. Oui, puis merci vraiment pour la participation aussi. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Je sais que il y en a parmi vous, je connais quelques-unes ici qui sont quand même des fans des discussions langage. Puis ce n'est pas tous les jours qu'on a ça. Puis on sait que des fois, ça peut froisser aussi entre collègues ou si vous avez une équipe de traduction. C'est pas toujours qu'on est toutes et tous de la même avis de quel terme on privilège. Puis des fois, c'est un feeling aussi. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans votre groupe, mais c'est ça aussi c'est pour ça aussi qu'on avait tellement comme structuré ce guide avec des explications, avec des commentaires, parce que on est conscient que ce n'est pas une science exacte. Puis il y a certainement des débats puis une évolution. On sait que le langage, ça ne peut pas stagner. C'est en évolution constante, veut pas. Même si on crée un guide, ça va éventuellement aussi changer. Donc, merci d'avoir participé à cette évolution. Puis, moi, je laisse. Oui. Merci Rebecca, c'est vrai, j'ai réalisé que c'est la fin de la session et donc nous avons partagé un lien. Donc, ce comité francophone, on recherche des nouvelles personnes, des nouveaux volontaires. Donc, si ça vous intéresse de contribuer au groupe, il y a un fichier Google là, que Déborah a partagé. S'il vous plaît, partagez votre nom, votre courriel et le KNSFE vous contactera pour avoir plus de détails. Donc, merci à toutes et à tous pour votre participation. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Puis merci KNSFE aussi pour l'organisation.